Paris-Aurillac, oui, ça marche. Voilà. C'est bon? Bien. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'avoir bravé la pluie pour venir ici cet après-midi. Donc, où je vais avoir le plaisir de traiter le thème « Et si, point de suspension, Uchronie, l'histoire réécrite ». Alors, première question, évidemment, qu'est-ce que l'Uchronie? En fait, l'Uchronie, nous en faisons tous sans le savoir, chaque fois que nous nous posons la question « et si ?» Et si j'avais fermé l'eau, j'aurais pas eu d'inondation, etc., etc. Donc, en fait, l'Uchronie repose sur le principe de la réécriture de l'histoire à partir de la modification d'un élément du passé, ce qu'Éric Henriet, qui est l'un des spécialistes du sujet et l'historien de l'Uchronie en France, dont vous voyez ici le livre L'histoire revisitée, donc panorama de l'Uchronie sous toutes ses formes, c'est ce que Éric Henriet donc appelle le point de divergence. Donc, à partir d'une situation historique existante, dont on modifie l'issue, en fait, il n'y a plus qu'à imaginer les différentes conséquences qui soient à la fois possibles, mais aussi plausibles. Et ça, c'est important pour faire une bonne uchronie. On utilise également l'expression histoire alternative, qui est directement traduite de l'expression anglo-saxonne alternate history. Alors, le genre de l'Uchronie se développe de plus en plus, connaît un gros succès, tant à l'étranger qu'en France. En France, où il existe d'ailleurs un prix spécial pour ce genre, le prix ActuSF de l'Uchronie, qui est remis depuis 9 ans aux lauréats lors des rencontres de l'imaginaire de Sèvres. Le terme d'Uchronie a été créé par le philosophe Charles Renouvier en 1857, donc vous voyez que ça n'est pas jeune. Il s'agissait pour lui d'une utopie dans l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire telle qu'elle aurait pu être, et dans le cas de Renouvier, voilà, il s'agissait d'un monde dans lequel le christianisme ne serait pas devenu la religion d'État sous l'empereur Constantin, évitant ainsi au monde des siècles d'obscurantisme. Il faut se souvenir qu'on est à l'époque où l'Église en France commence à être sérieusement attaquée. Alors, ce qui est important aussi, c'est de faire la différence entre uchronie et histoire secrète. Dans le cas de l'histoire secrète, l'événement qui s'est passé ne change rien à l'histoire officielle, ni aux événements tels que nous les connaissons. Par exemple, il y a un roman dans lequel Napoléon s'est évadé de Sainte-Hélène, où il a été remplacé par un sosie qui est donc mort à sa place. Et Napoléon est parti aux États-Unis et il a refait sa vie là-bas en étant totalement anonyme. C'est de l'histoire secrète, ça ne change rien. Rien à l'histoire telle que nous la connaissons. Alors en fait, la première œuvre entièrement uchronique est d'ailleurs un roman satirique, celui de Louis Geoffroy, qui s'intitule Histoire de la monarchie universelle, Napoléon et la conquête du monde 1812-1813. Alors c'est un livre qui date de 1836 et qui est en fait le premier roman uchronique recensé dans le monde. Donc l'Uchronie est un genre à l'origine purement français. Et dans son livre, Louis Geoffroy donc, postule que Napoléon aurait fui Moscou avant l'hiver de 1812. Donc, à partir de là, la grande armée n'a pas été détruite. Et donc, l'empereur ensuite a pu repartir, grâce à la grande armée intacte, a pu repartir au printemps suivant à la conquête de la Russie d'abord, puis ensuite, il a conquis le monde entier. Et donc, le monde est français et bonapartiste. Aussi, avant d'aller plus loin, je me dois de souligner que très souvent, il y a dans les romans de science-fiction que l'on peut lire, il y a des voyages temporels, et que ces voyages temporels entraînent, à dessein ou non, des distorsions possibles de l'histoire, comme par exemple dans la nouvelle très classique de Ray Bradbury, Un coup de tonnerre.
Donc, nouvelle qui a d'ailleurs été adaptée en film, un film qui est assez sympathique, où un voyage dans le passé avec un événement qui est tout à fait anodin. Les gens remontent au temps des dinosaures. Alors évidemment, le voyage est très très encadré, mais il y en a un par inadvertance qui écrase un papillon. Et quand les gens reviennent, le monde entier n'existe plus tel qu'on le connaît. Donc, pour éviter ce genre d'inconvénients, évidemment, Dieu merci, il existe des polices temporelles qui maintiennent l'ordre et qui maintiennent notre chronologie telle que nous les connaissons, parce que l'intangibilité de l'histoire est une nécessité absolue pour les gens de futur, afin qu'ils puissent exister tels qu'ils sont. Le plus grand classique en la matière, c'est, pour ceux qui sont amateurs de science-fiction, c'est La Patrouille du Temps de Poul Anderson, où l'humanité d'un futur extrêmement lointain, à plus d'1 million d'années dans le futur, s'appellent les Daniliens, et on ne saura jamais, à travers les romans et les nouvelles de Poul Anderson, à quoi ils ressemblent et ce qu'il s'est passé. Mais donc les Daniliens reviennent dans le passé et on crée une police temporelle. Ils embauchent le héros principal qui est Mansévrard, qui a été démobilisé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour empêcher toutes les divergences possibles dans le passé, afin que eux, les Daniliens, puissent exister tels qu'ils existent dans le futur. Et on ne saura jamais d'ailleurs ce qui s'est passé pour qu'ils aient créé la police temporelle pour maintenir l'intangibilité de l'histoire. Il y a une autre série aussi très sympathique, qui est un condensé de toutes les modifications possibles. Oui, voilà. Qui est un condensé de toutes les modifications possibles de l'histoire à travers le recrutement de 3 jeunes d'époques différentes pour maintenir le cours de cette histoire à tout prix. Et c'est la série en 9 volumes d'Alex Carroll qui s'appelle Time Riders, qui a été intégralement traduite en français et dans laquelle, au travers des 9 volumes, vous avez à peu près toutes les divergences possibles depuis l'époque des dinosaures jusqu'à un futur proche. Série jeunesse, mais extrêmement bien faite. Alors maintenant, si on veut passer au roman proprement uchronique, donc où notre histoire a bifurqué à un moment donné plus ou moins précis, il y a certaines grandes périodes qui sont plus fréquemment utilisées pour écrire des uchronies que d'autres. Je vais commencer parce que c'est les Américains qui ont relancé le genre un petit peu. Je vais commencer par la guerre de sécession qui, évidemment, cette grande guerre civile américaine a traumatisé durablement les Américains, et ils sont très très friands d'Uchronie. Et donc l'un des premiers grands romans de cette histoire alternative, et je crois que ça a pu être aussi la première Uchronie à être publiée après la guerre en France, qui réintroduisait le genre en France, c'est ceci. Autant en emporte le temps, de Warnow, où il y a une très belle mise en abîme, parce que le roman commence, et c'est un historien américain de la guerre civile qui est échoué dans notre monde, et on comprend à travers ses souvenirs que lorsqu'il est retourné dans le temps, dans son univers à lui, où les sudistes avaient gagné, il a fait une grosse boulette à un moment. Et donc, il se retrouve coincé dans notre monde. L'histoire a complètement changé. Et en fait, c'est l'histoire telle que nous la connaissons. C'est à la suite d'une erreur temporelle. Il y a aussi un excellent roman de celui qui est le maître incontesté de l'histoire alternative aux États-Unis. C'est Harry Turtledove, qui a écrit The Guns of the South, qui malheureusement n'a jamais été traduit en français, dans lequel là, la modification de l'histoire est absolument volontaire. Ce sont des afrikaners d'il y a quelques années, quand l'Afrique du Sud était encore ségrégationniste. Et donc les afrikaners, à l'époque, se rendent compte que, ils ne sont pas vraiment dans le sens de l'histoire, et que la suprématie blanche en Afrique du Sud, c'est mal barré, que ça ne durera plus très longtemps. Donc ils ont un savant de génie, et qui invente une machine temporelle, et ils retournent à l'époque de la guerre civile américaine
pour apporter des fusils de haute précision moderne au général Lee, afin que le Sud gagne, et comme ça, au moins, l'Afrique du Sud aura un grand allié dans le futur. Bon, il faut dire que ça se passe très bien pour eux au début, mais qu'il y a quand même un élément qu'ils n'avaient pas prévu. Et finalement, le cours de l'histoire lui-même a changé, mais les Afrikaners ne resteront pas des suprémacistes blancs. C'est un très beau roman et je ne comprends pas qu'il ait jamais été traduit en français. Autre événement marquant, c'est bien entendu la Deuxième Guerre mondiale. Alors ça, c'est le terrain favori pour nombre d'auteurs. Alors, il y a un certain nombre d'auteurs, je ne vous parlerai pas de leurs romans, parce que ceux-là, sous couvert du chrony, se livrent à des exercices assez sordides de révisionnisme et d'apologie du camp qui a perdu. C'est pas très sympathique et en plus c'est jamais bien écrit. Donc ça n'offre vraiment aucun intérêt. Mais fort heureusement, il y a quand même beaucoup de bons auteurs qui, eux, n'ont aucune arrière-pensée politique et qui se lèvent à des conjectures qui sont parfois brillantes. Alors, l'une des plus connues, c'est bien sûr Le Maître du Haut-Château de Philippe Cady, qui est un roman qui date de 1962, dans lequel les forces de l'Axe ont gagné et l'Amérique est partagée entre l'Est, qui est sous domination allemande, et le côté pacifique, l'Ouest, qui est sous domination japonaise. Et il y a eu récemment une très belle série, une adaptation télévisée, c'était chez Amazon, si je me souviens bien, qui a été très réussie. Donc là, vous voyez Times Square, le Times Square allemand, et là, vous voyez la San Francisco japonaise. Très, très bon roman et très bien adapté. Un autre grand classique sur la Deuxième Guerre mondiale et ses suites, c'est Fatherland de Robert Harris, qui là aussi se déroule en 64. La guerre continue de durer et il va être quand même, on voudrait bien y mettre fin, mais il y a des meurtres qui se passent et on essaye de comprendre. Et là aussi, Fatherland a été très bien adapté au cinéma sous le titre de La Conquête des Aigles. Alors, un grand classique du genre, c'est aussi celui-ci, c'est Le Son du corps de Sarban, qui est un roman qui date de 52 et qui est un roman absolument glaçant sur le Reich de Milan. Les Allemands ont gagné et ont mis en œuvre tout ce qu'ils avaient prévu de faire. Et on se retrouve dans ce qui est sans doute l'un des protectorats de l'Est, puisqu'ils ont conquis la Russie. C'est totalement épouvantable. Len Deighton, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour tous ses romans d'espionnage, a écrit aussi une très belle uchronie qui s'intitule SSGB, et c'est sur la Grande-Bretagne occupée en 1941, où le commissaire Archer doit enquêter sur des assassinats qui sont liés à la résistance britannique, puisque la famille royale a été capturée, le roi est emprisonné dans la tour de Londres, et donc il y a une résistance en Angleterre qui s'est montée, et pourquoi est-ce qu'on est en train d'assassiner un certain nombre de scientifiques, etc. C'est un roman absolument remarquable. Enfin, il y a une autre autrice bien connue, américaine, qui s'appelle Connie Willis. Et alors, elle a toute une série de romans, dont celui-ci, Blackout, où les professeurs d'un Oxford du proche futur ont des machines temporelles. Et donc, c'est bien pratique parce que les historiens peuvent aller voir sur place, sans interférer, comment se sont déroulés un certain nombre de grands événements historiques. Et dans Blackout, évidemment, ils veulent aller assister d'une part à l'évacuation de Dunkerque et d'autre part à la manière dont les Londoniens ont vécu sous le Blitz. Alors c'est pratique, puisqu'ils savent exactement quel bateau a été coulé à quel moment, où est-ce qu'une bombe est tombée, à quelle heure et à quel endroit. Sauf que, bien évidemment, soudainement, tiens,
C'est curieux, la bombe, elle est tombée à 500 mètres de là où elle aurait dû tomber, puis elle est tombée un peu en avance ou un peu en retard. Tel bateau, mais c'est curieux, il a réussi à la traverser. Et donc, c'est tout l'effet, un peu, ne serait-ce que la présence elle-même, même sans interférer, suffit à commencer à décaler l'histoire. Donc, les livres de Connie Willis sont tout à fait intéressants. D'autres historiens aussi se sont posé la question, que serait devenue l'Angleterre si elle avait signé une paix séparée avec l'Allemagne en 1941, comme certains hommes d'État britanniques le voulaient. Et alors, très curieusement, à quelques années d'intervalle, il y a eu deux auteurs qui se sont posé la question. D'une part, Joe Walton, avec sa trilogie du lent changement, qui commence avec le cercle de Farthing, qui commence avec un crime. Le futur Premier ministre de l'Angleterre qui a signé la paix séparée vient d'être assassiné, et donc on mène l'enquête. Et ensuite, le policier qui mène cette enquête va se retrouver au cours des deux épisodes, des deux volumes suivants. Les années passent, l'Angleterre, qui est totalement collaborationniste, évolue, et lui se retrouve, alors qu'il n'a aucune sympathie pour les Allemands, se retrouve en train de mêler à des événements absolument invraisemblables, et c'est toujours à son corps défendant. Et c'est absolument brillant. Et un autre roman qui s'est aussi posé la même question, c'est celui-ci de Sanson, c'est de Dominion, où là aussi, l'Angleterre a signé une paix séparée, et pour pouvoir conserver ses colonies et son Commonwealth, a accepté d'abandonner le reste du monde à l'Allemagne. Et donc, dans les deux cas, en fait, on s'aperçoit que l'Angleterre, signant une paix séparée, serait sans doute pas été une très très bonne idée pour eux. Notre ami Jean-Luc Marcassel, grâce à qui nous sommes ici, s'est aussi penché sur une deuxième guerre mondiale alternative avec sa jolie trilogie de Franquia. Et alors, Franquia fait partie de ces romans qui se situent à la limite de l'Uchronie et de ce que j'appellerais la fantaisie urbaine historique. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a encore des orques, il y a des elfes, etc. Donc, on peut se dire, le point de divergence premier est extrêmement lointain. Ces races de créatures surnaturelles ne se sont pas éteintes comme dans notre monde. Je vous l'accorde, c'est un point de divergence un petit peu tiré par les cheveux, mais qui permet de donner d'excellents résultats du point de vue plaisir de lecture. Autre période aussi qui ont été utilisées, mais qui sont un peu moins inspirantes pour nos auteurs de science-fiction, c'est l'Antiquité et le Moyen-Âge. Alors, il y a eu un très beau roman de Robert Silverberg qui s'appelle Roma Aeterna, donc où l'Empire romain s'est maintenu. Et on est à la fin de notre équivalent du 19e siècle. Donc l'Empire romain a connu une évolution technologique extrêmement lente. Pas besoin de développer des machines puisqu'on regorge d'esclaves. Donc à partir de là, la main-d'œuvre ne coûtant rien, il n'y a pas besoin de développer de technologie. Et c'est un monde, bien sûr, dans lequel le christianisme n'existe pas, puisque les Juifs n'ont jamais eu besoin de fuir l'Égypte, et l'islam n'existe pas non plus, puisque ça a été occupé par les Romains. Sur le même thème d'une survivance de l'Empire romain, vous avez un auteur français qui s'appelle Fabien Clavel, qui a écrit La Cité de Satan. Alors là aussi, curieusement, nous sommes là aussi à l'équivalent de notre 19e siècle. Mais là, par contre, les chrétiens, les Galiléens ont survécu, mais comme ils ont été opprimés, puisque c'est le culte de Mithra qui l'a emporté, etc., les Galiléens survivent depuis des siècles et ils se sont transformés en une secte terroriste. Donc, c'est assez remarquable. Tout récemment aussi, nous avons Estelle Faye, qui est présente au salon, qui, avec sa trilogie de la voix des oracles, nous propose de voir à quoi aurait pu ressembler l'Empire romain
si au cours du 5e siècle, alors que la chute de Rome est proche, on avait réussi à renverser le cours de l'histoire avec l'aide des dieux qui sont des dieux païens qui sont moribonds, hein, et que donc le christianisme du coup ne triomphe pas. Et Estelle Faye là montre un monde qui est lui aussi très plausible, parce que c'est ça qui est intéressant, dans lequel le christianisme n'a pas existé, en fait, n'existe pas, n'a pas eu de succès. De même, des auteurs se sont posé la question de savoir ce qui se serait passé si Alexandre le Grand n'était pas stupidement mort en 323 à Babylone après avoir attrapé froid, alors qu'il était allé jusqu'à l'Indus. Donc que se serait-il passé s'il avait traversé l'Indus et que ses conquêtes s'étaient poursuivies? Alors on a eu droit à certaines réponses. Par exemple, Xavier Beauméjean avec La Reine des Lumières, qui est un roman qui date d'il y a une dizaine d'années, lui penche pour un empire gréco-indien qui s'étend de l'Himalaya à l'Atlantique, et lui a choisi de faire se dérouler l'action dans une partie très très lointaine de l'Empire, une espèce d'île qui est complètement perdue à la pointe de l'extrême Occident, qui s'appelle Albion. Très très bon. Et par contre, il y a un grand auteur espagnol qui s'appelle Javier Negrete, qui lui a écrit Alexandre le Grand et les Aigles de Rome, et donc il nous raconte comment Alexandre le Grand est entré en lutte contre Rome et a écrasé la République romaine. Il est intéressant d'ailleurs de noter qu'il existe le nom chez l'un des grands auteurs romains de l'époque. Il a fait ce qui est une uchronie avant la lettre. Il a un tout petit passage de l'un de ses livres, je ne sais plus si c'est Petit Livre, je ne suis pas sûr, dans lequel il envisage justement que Alexandre aurait pu continuer et entrer en guerre contre Rome au lieu de continuer ses conquêtes à l'Est. Donc c'est tout à fait intéressant. Et alors, pour s'amuser, là on est dans un registre qui est à la limite de l'Uchronie. Il y a aussi les 5 volumes des enquêtes de Lasserre, détective des dieux, ça c'est le premier, de Sylvie Miller et Philippe Ward, dans laquelle nous sommes dans une Égypte des années 30, mais c'est un monde dans lequel tous les dieux ont survécu, et chacun a gardé son territoire, parce qu'évidemment, plus on a de fidèles, plus on a de croyants, plus le dieu est puissant. Et donc, Lasserre, qui est un détective gaulois qui a dû fuir la pègre de Massilia, s'est enfui et, entre 2 verres de whisky pict, mène des enquêtes pour les dieux du panthéon égyptien au début. Ensuite, il va se retrouver obligé d'aller enquêter pour Zeus, etc. Et dans un des romans, il réussit même l'exploit de retrouver l'Atlantide que les dieux grecs ont perdu depuis quand même déjà pas mal de temps. Alors, c'est très très amusant. Il y a aussi des croisades un peu différentes, comme par exemple l'Empire du Baphomet de Pierre Barbet, où là, c'est une croisade qui s'étend dans l'espace, ou éventuellement, il y a aussi Tancrède de Hugo Bellagamba, où lors de la croisade de 1096, bon, certains croisés s'allient à certains des musulmans, et en particulier aux Achichines du Vieux de la Montagne, et à partir de là, ils établissent une sorte de syncrétisme des 2 religions, et le monde va en être totalement changé. Ensuite, bon, une autre période qui a un peu inspiré certains auteurs, c'est le XVIIe siècle, et aussi les rois Louis XIII et Louis XIV. Alors Jean-Luc Marcastel a fait là aussi une excellente trilogie, parce qu'il aime bien les uchronies, qui est un hommage aux 3 mousquetaires de Dumas. Donc c'est sa trilogie du simulacre, avec un D'Artagnan cloné, qui évolue au milieu de la Versailles céleste,
et de la Bastille imprenable qui flotte, qui est une ville qui flotte au-dessus de Paris, parce que des extraterrestres sont arrivés et se sont alliés à Louis XIV. Enfin, Louis XIII d'abord, puis Louis XIV ensuite. Et tout récemment, il y a eu aussi de Johann Elliott, la trilogie du grand siècle, où là aussi, la découverte d'une météorite avec un métal, avec des propriétés tout à fait particulières, change de l'histoire parce que ça va permettre à Pascal de faire des découvertes révolutionnaires qui va mettre au service de Louis XIV. Et à partir de là, la France va être à sa place, c'est-à-dire la première dans le monde. En revanche, curieusement, le XVIIIe siècle n'a pas été très populaire. Je peux citer quand même à nouveau Xavier Mauméjean, qui a écrit la Vénus anatomique. Et là, on a affaire à un siècle des Lumières qui est plus éclairé que le nôtre. Et ça nous raconte l'histoire d'un grand concours qui est organisé par l'empereur de Prusse, avec Lamétrie, Vaucanson, Fragonard et Casanova, et donc qui vont mettre au point des découvertes tout à fait nouvelles. Idem, la Révolution n'a pas trop aspiré, curieusement, à part, bien entendu, le classique Le Voyageur des siècles, de Noël en 1971, ce voyageur temporel qui modifie le passé par amour d'une femme guillotinée. Il remonte dans le temps pour aller donner des conseils à Louis XVI, et ça avait été adapté à la télévision française en 4 épisodes. Vous voyez quelques photos ici, donc très joli roman. Et Johann Elliott, dont je vous ai parlé, s'est aussi penché sur la Révolution française avec Les Fils de l'air, donc il y a un roman d'il y a une dizaine d'années, où Louis XVI, comme certains d'entre vous le savent peut-être, était un passionné à l'époque des sciences et de la technologie. Et donc, au lieu de s'enfuir bêtement en diligence et d'être arrêté à Varennes, il écoute les conseils des frères montgolfiers et il s'enfuit en montgolfière avec sa famille. Donc là, on ne peut pas l'arrêter. Et à partir de là, il réussit d'abord à se réfugier en Angleterre, et ensuite il va partir en Amérique. Et la face du monde, le destin du monde et de la France va en être changé, et aussi celui du transport aérien, parce que bon, comme les bijoux qu'il a pu emporter, ça ne dure pas longtemps. Et il monte la première ligne de transport aérien au monde, aux États-Unis, à partir de sa propre expérience. C'est drôle, c'est bien enlevé, et en plus, quelque part, on referme le bouquin en se disant « Et après tout, ça aurait pu être ». Donc, ce qui est toujours le grand plaisir de ce genre de roman. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, Napoléon, donc, premier, a été le sujet du premier roman uchronique jamais écrit. Mais alors, je ne résiste pas au clin d'œil de vous dire qu'un de nos présidents a commis une uchronie qui s'intitule « La victoire de la Grande Armée », Valéry Giscard d'Estaing, où Napoléon quitte Moscou en septembre 1812, donc évite l'hiver, et ensuite il va battre les Russes de l'armée Kutuzov en Pologne, et puis ensuite il va adopter. Alors, je précise quand même que ce n'est pas grâce aux qualités littéraires de ce roman que Valéry Giscard d'Estaing est rentré à l'Académie française. La couverture est sans doute ce qui a pu réussir. Il y a aussi, par contre, un roman, lui, réussi, c'est L'Ange blond de Laurent Pougeois, où on suit les aventures d'Aurore Lefebvre, qui est une agente secrète de l'Empire napoléonien de 2008, puisque Napoléon a réussi à traverser la Manche et a conquis la Grande-Bretagne à l'époque. Et du coup, les savants ensuite, au lieu de développer des technologies comme la nôtre, ont développé des technologies non polluantes, etc. Et ça donne un monde où on n'a jamais connu le smog et les fumées de pot d'échappement. Celui-là est très réussi. Et en plus, en même temps, c'est un roman d'espionnage extrêmement amusant. Alors, il existe, bien entendu, là on vient de parler un peu de la France, je vais revenir à l'Amérique parce qu'évidemment, il y a des Amériques
qui sont très différentes de celles que nous connaissons. Alors là, je vais vous parler de deux Amériques qui sont toutes les deux le résultat des cogitations de Harry Turtledove, dont je vous ai déjà parlé, et qui donc, comme je vous l'ai dit, qui est le maître incontesté de l'Uchronie de l'histoire alternative aux États-Unis. Et alors, curieusement, ces romans n'ont jamais été traduits en français. Mais dans celui-ci, Different Flesh, l'Homo erectus, donc l'ancêtre de l'homme, l'Homo erectus a survécu en Amérique, il ne s'est pas éteint, et donc ça nous raconte toute l'histoire, quand les pionniers du Mayflower arrivent, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on rencontre des hommes qui n'en sont pas, et qui sont moins proches de nous que ne l'étaient les Indiens? Quel genre de problème ça soulève, etc. C'est extrêmement intéressant. De même, dans cette trilogie sur l'Atlantide, en fait, l'Atlantide ne s'est pas engloutie. L'Atlantide est restée au milieu, donc c'est une grande terre intermédiaire qui était détachée du continent américain, et donc qui est entre l'Europe et les Amériques. Et donc, 40 ans avant Colomb, il y a un navigateur français, en 1452, qui découvre l'Atlantide. Donc, on colonise l'Atlantide, les conquistadors, etc. Tout le monde se précipite sur l'Atlantide en ignorant totalement qu'il y a encore un autre continent derrière. Donc, c'est tout à fait intéressant. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les Romains qui ont conquis l'Amérique, comme chez Johan Elliott avec Reconquérant. Suite à un naufrage, il y a une légion romaine qui s'est échouée sur le continent américain. Comme ils ne peuvent pas revenir, ils se sont mariés avec les Indiens, etc. Ils ont fondé une république romaine en Amérique, et ils reviennent en Europe finalement 1500 ans plus tard. Inutile de vous dire que tout le monde est un peu surpris. Bon. Il y a eu aussi naturellement des romans dans lesquels Cortés et ses conquistadors ont échoué dans leur conquête du Mexique, alors que la petite vérole est en train de ravager l'Europe, et cela donne Aztec Century de Christopher Evans. Donc c'est un XXe siècle dans lequel ce sont les Aztèques qui ont triomphé face à une Europe qui a été complètement ravagée par la maladie. Et de manière très amusante, là tout récemment, puisque c'est sorti il y a quelques mois, il y a Civilisation de Laurent Binet, dans lequel là aussi ça commence par la fille de l'Elfe le Rouge, donc les Vikings, il y a des Vikings qui sont arrivés, et donc ils ont introduit le fer en Amérique auprès de certains Indiens. Christophe Colomb s'est planté lamentablement en arrivant à Cuba, et en fait, un peu plus tard, il y a une guerre civile au sein de l'Empire Inca, et donc Atahualpa s'enfuit avec ses partisans, arrive à Cuba. Alors il ne faut pas oublier que grâce aux Vikings, eux connaissent le fer, donc ils ont des armes de fer et d'acier, etc. Et en fait, c'est Atahualpa qui monte une grande flotte une fois qu'il a unifié l'Amérique du Sud à partir de Cuba, et c'est lui qui va conquérir l'Europe. C'est un renversement total, et en plus, c'est bien écrit, et là aussi on referme en se disant, quand même, après tout, pourquoi pas. Enfin, pour terminer dans ce registre, je vais vous citer un roman sur une période qui en France continue encore de faire couler beaucoup d'encre et d'aviver beaucoup de passion. C'est le chef-d'œuvre absolu de Roland Wagner, qui fut un grand auteur de science-fiction, et donc lui-même était d'origine pied-noir. Il était né en Algérie, ses parents avaient vécu là-bas, il s'était rentré en 62, et donc il a écrit sur la guerre d'Algérie. Et dans Rêve de gloire, le général de Gaulle a été assassiné à la Croix de Berny le 17 octobre 60. Donc, la guerre en Algérie s'est poursuivie, et Alger est restée ville française, ainsi que Bonn
et Oran, au milieu d'une Algérie qui est devenue indépendante de 65. Puis il y a un certain nombre d'autres points de divergence, dont la révolution hippie qui a débuté en France suite à la venue de Timothy Leary, et curieusement, il a été très bien accueilli en France. Et ce qui est remarquable avec Roland Wagner, c'est qu'il a évité tous les écueils possibles. Il ne prend absolument aucun parti, alors que lui était plutôt un sympathisant de la cause de l'Algérie indépendante. Mais là, il réussit à faire un roman qui évite tous les écueils et qui est absolument brillant. D'ailleurs, ce roman a eu tous les grands prix de science-fiction en France à l'époque. Et malheureusement, Roland Wagner nous a quittés peu de temps après, victime d'un accident de voiture. Alors, bien entendu, là, je vous ai parlé de littérature, mais il y a aussi de nombreuses BD uchroniques. Alors, je vous citerai parce que, personnellement, c'est celle que j'aime beaucoup. Pourquoi ça pas? Voilà. Alors, il y a une série en 4 tomes de Arvin Nelson et Eric J. qui s'appelle Rex Mundi, où la monarchie française est toujours au pouvoir en France, et la Louisiane donc n'a jamais été vendue puisque Napoléon n'a pas existé, et donc la Louisiane est toujours française. BD très très sympathique. Il y a aussi Bloc 109, voilà, de Brujas, sur une guerre mondiale alternative, et les différents fronts sont présentés dans différents volumes. Je crois que la série vient de s'arrêter. Il y a aussi cette série qui est très sympathique, WW2.2, 7 tomes à l'heure actuelle. Voilà les deux premiers. Donc, vous voyez, c'est une Seconde Guerre mondiale alternative qui se poursuit. Il y a aussi une très belle série uchronique, c'est la série Jour J de Fred Duval et Jean-Pierre Pécaud. Et pour chaque volume de la série, on doit en être à peu près une trentaine maintenant, depuis 2010. Chaque volume prend un point de divergence différent. Donc ça peut être le Christ qui a survécu sur la croix, il y a des volumes sur la guerre mondiale. Le premier, ce sont les Russes qui sont arrivés sur la Lune et non pas les Américains, etc. Et là, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce qui se serait passé si en 1968, si en mai 68, ils avaient pris le pouvoir, et comment Paris est transformé. Et de même, voilà, qu'est-ce qui se serait passé si Jésus avait été gracié par Ponce Pilate? Bon, et tous les volumes sont toujours très très intéressants. Alors, il y a aussi une série que j'aime beaucoup, surtout si on aime les super armes. Ce sont les Divisions de fer de Jean-Luc Sala et Ronan Touloat. Donc, ou alors là, vous voyez des robots nazis gigantesques, etc. Et il y a bien entendu la série Wunderwaffen de Richard Nolan et Mazza, 13 tomes depuis 2012, où le scénariste Nolan est parti des projets qui ont existé pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne de super armes. Comme ils n'ont jamais eu le temps, les Allemands n'ont jamais eu le temps de les développer, que se serait-il passé s'ils avaient eu le temps de faire leurs essais et de commencer à développer ces armes? Vous l'apprendrez en lisant ceci. Et Nolan, qui est un passionné d'Uchronie, sort en ce moment aussi Zeppelin's War, qui là est une Première Guerre mondiale alternative, dans laquelle, entre autres, Hitler a réalisé son rêve et il est devenu pilote de Zeppelin. Bon. Donc évidemment, le monde va changer après ça. Et il fait aussi en ce moment une autre série qui s'appelle Space Reich, où là on revient un peu aux super armes. Mais qu'est-ce qui se serait passé si les Allemands avaient donné suffisamment, si le régime nazi avait donné suffisamment d'argent à Werner von Braun pour qu'il puisse développer sa conquête spatiale avant les Américains, qui eux du coup se retrouvent en train avaient un chercheur en astronautique qui a été totalement ignoré à l'époque, qui s'appelait Goddard, et là ils se disent bon bah tiens,
On va peut-être essayer de renforcer tout ça. Donc, en plus, tout ça est très bien dessiné. Graphiquement, c'est très sympathique. Alors, maintenant, là, on a parlé de ce qui est vraiment, entre guillemets, de l'Uchronie pure. Alors, je vais vous parler aussi maintenant d'un autre courant qui connaît beaucoup de succès, littérairement parlant, mais aussi et surtout esthétiquement. Et c'est un courant qui se trouve aux marges de l'Uchronie, c'est ce qu'on appelle le steampunk, hein, et qui désignait à l'origine des œuvres qui se déroulaient dans le cadre du 19e siècle victorien, hein. Steam, la vapeur. Donc, qu'est-ce qui se serait passé? On étudie tout ce qui aurait pu se passer si les machines que nous connaissons avaient été faites à vapeur. Et donc, le coup d'envoi, c'est venu avec ceci, le roman de Gibson et Sterling, La machine à différence. Et donc, vous voyez une superbe automobile à vapeur dans le Londres de l'époque. Hein, parce que Charles Babbage, qui est un personnage historique, avait inventé un prototype, avait mis au point les plans d'un ordinateur rudimentaire, et dans la machine à différence, eh ben, on l'a construit. Donc, à partir du moment où on s'est mis à avoir des ordinateurs à vapeur, on a pu développer l'industrialisation de manière beaucoup plus rapide, et évidemment dans des directions très différentes. Et pendant ce temps-là, ben, l'Amérique du Nord est toujours en pleine guerre civile, et donc la conquête de l'Ouest s'est complètement arrêtée, ce qui ne doit pas trop déranger les Indiens. Et alors, l'avantage quelque part du steampunk, contrairement à l'Uchronie, c'est que le steampunk n'a pas besoin vraiment de s'embarrasser, d'avoir un vernis quelconque de plausibilité scientifique. La suspension d'incrédulité quand on lit du steampunk est totale. Donc, il n'y a pas besoin, à la limite, de points de divergence. Et on applique le terme de steampunk depuis d'une façon assez large, hein, à des œuvres qui peuvent se dérouler en d'autres temps et d'autres lieux. Par exemple, Les Conjurés de Florence de Paul Macaulay. Léonard de Vinci a vu tous ces projets développés par les Médicis à Florence, et donc la révolution industrielle se déroule à la Renaissance à Florence. Mais il faut quand même qu'il reste une ambiance qui soit un peu proche de celle d'un 19e siècle de fantaisie, quelque part, telle que nous on l'imagine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les technologies de la révolution industrielle, mais exagérées. Donc il faut qu'il y ait des grosses machines avec plein de gros tuyaux bien brillants, de préférence en cuivre naturellement, parce que ça brille plus, avec plein de gros boulons, plein de grosses roues dentées, des bielles, des leviers, et alors plein de machines à vapeur qui grincent bien et qui lâchent de la vapeur en permanence. De préférence, c'est aussi qui est sympathique quand il y a beaucoup de dirigeables dans le ciel et beaucoup de sous-marins à la façon Nautilus dans les mers, sous les mers plus exactement. Donc, comme l'avait très joliment écrit un spécialiste du steampunk qui s'appelait Daniel Rich, dans sa préface à la première anthologie de steampunk qui soit sortie en France et qui s'appelait Futurs antérieurs, Daniel Rich avait écrit « Le steampunk s'efforce d'imaginer jusqu'à quel point le passé aurait pu être différent si le futur était arrivé plus tôt. » Et je crois qu'il résume très très bien l'affaire. Alors, du coup, ça peut donner par exemple à Louis XIV triomphant grâce aux travaux des alchimistes, en particulier grâce aux travaux d'Isaac Newton, qui au lieu de s'occuper bêtement de la gravité, a découvert le vrai mercure philosophal, et donc dans le cycle de l'âge de la déraison de Gregory Case, eh ben, Louis XIV, là encore, triomphe. Alors c'est d'autant plus amusant que c'est un Anglais qui a écrit ça. Les récits steampunk donc, font souvent intervenir des personnalités célèbres. Hein, vous voyez, là, par exemple, c'est Isaac Newton et Louis XIV, bien entendu. Mais souvent, ils font intervenir aussi un certain nombre de poètes, d'écrivains, de scientifiques. Alors, bien entendu, Nikola Tesla, hein, qui a inventé le courant, qui a découvert le courant alternatif, entre autres, et a fait beaucoup d'autres choses.
qui est le vrai savant fou tel qu'on l'imagine, mais lui a vraiment existé. Donc Tesla est le savant de choix des auteurs, parce que par exemple Tesla s'est intéressé à envoyer des messages radio à la planète Mars pour communiquer avec les Martiens. Alors, dans un cas, ça a marché, puis les Martiens sont venus. Hein, ils ont répondu. C'est cette jolie trilogie d'Alan Baker qui n'a jamais été traduite en français. C'est une série qui s'appelle Blackwood and Harrington Mystery. Et vous voyez, dans ce premier volume, c'est le cas de l'ambassadeur martien. Premier ambassadeur martien qui arrive sur Terre, il est assassiné. Alors ça fait un peu désordre, et puis on risque la guerre des mondes. Et donc il y a un certain nombre d'enquêtes. Mais le steampunk fait aussi souvent intervenir, en les mélangeant à des personnages réels, des personnages dits fictifs, hein, comme Sherlock Holmes, le docteur Frankenstein et sa créature, le comte Dracula. Par exemple, dans le roman de Thomas Day, L'Instinct de l'écarisseur, nous sommes dans un univers où Sherlock Holmes est devenu le tueur de la reine. Il a le permis de tuer, donc il est le tueur de la reine. Et bien sûr, il y a Conan Doyle, qui est le chroniqueur du chroniqueur de Sherlock Holmes, le docteur Watson. Et en plus de ça, il y a des extraterrestres qui ont atterri. Autre trilogie extrêmement remarquable, c'est celle de Kim Newman. C'est sa trilogie de Anno Dracula, qui débute dans le premier volume avec la reine Victoria, qui commence donc à être une très vieille dame. Et le comte Dracula, comme vous le savez, arrive en Angleterre, hein, sur le Déméter. Et évidemment, il fait à la reine une proposition qu'elle ne peut pas refuser. Je vous transforme en vampire, vous devenez immortel, et moi je suis Premier ministre et votre consort. Sympathique, la reine accepte, bien entendu. Et donc la trilogie se termine. On est dans la Rome de la Dolce Vita de 1957. Il y a un volume intermédiaire sur la Première Guerre mondiale. Et là-dedans, Kim Newman, qui est un grand amateur, un grand connaisseur de littérature et de cinéma, fait un mélange entre personnages réels, personnages fictifs, en plongeant non seulement dans la littérature, mais aussi dans la BD et dans les films. À un moment, il y a une soirée, et il y a une espèce de petit journaliste à lunettes qui s'appelle Clark Kent, et tout le monde se demande qui il est, pourquoi il est là, etc. Enfin, vraiment, c'est extrêmement drôle, Anno Dracula. Autre romancier anglais qui a fait un très beau roman, c'est Stephen Baxter avec les vaisseaux du temps. Donc, il nous raconte ce que Wells ne nous a pas raconté, c'est-à-dire le deuxième voyage du voyageur dans le temps, et qui arrive où là, les Morlocks ont développé une science avancée, et donc, ils ont construit une sphère de Dyson autour du Soleil. Alors, la sphère de Dyson, c'est cette coque gigantesque qu'on pourrait construire dans l'espace en utilisant les machins, et donc, on enferme le système solaire à l'intérieur de cette coque de Dyson, donc il n'y a plus de déperdition d'énergie. On peut récupérer toute l'énergie du soleil, toutes les matières premières, on est tranquille. Donc, il a fait ça, les Morlocks ont fait ça. Et le même Stephen Baxter, qui aime bien l'Uchronie, a écrit Antiglace aussi, et là dans laquelle les Anglais ont découvert un minerai rare en Antarctique, et donc ça a entraîné une révolution industrielle avant la révolution industrielle, et assuré la suprématie de l'Angleterre. Alors, autre roman aussi qui est très sympathique et qui mélange personnages fictifs et personnages réels, c'est La Ligue des héros de Xavier Mauméjean, qui nous emmène dans un Londres où ça y est, je suis en train de manger ça. Où Peter Pan revient, mais Peter Pan quand il a vieilli. Et ça nous entraîne aussi dans la révolte des boxeurs, etc. La Ligue des héros, c'est très sympathique et complètement déjanté. De même, le steampunk peut nous emmener dans une conquête de l'Ouest totalement alternative. Oui,
Donc ça, c'est une trilogie de Sherry Priest qui s'appelle le siècle mécanique, et dans lequel c'est une conquête de l'Ouest différente, où il y a des zombies qui ont envahi l'Ouest américain, etc. Et donc, on ne peut plus se déplacer qu'en ballon dirigeable ou en train blindé, parce que pour éviter tous les problèmes. Alors, comme on est français, bien entendu, un certain nombre d'auteurs français, eux, se sont intéressés au Paris du Second Empire et de la Troisième République, hein, plus tout l'univers vernien tel qu'on l'imagine. Alors, vous avez par exemple Les Confessions d'un automate mangeur d'opium de Fabrice Collin et Mathieu Gaborit, qui est l'un des tout premiers romans qu'on pourrait qualifier de steampunk français. Et on est dans le Paris de 1899, où, comme vous le voyez, il y a plein d'aéroscaves dans le ciel pour se déplacer, et où il y a un certain nombre d'automates domestiques. Et c'est très très réussi. De même, il y a un très beau roman qui a été écrit à plusieurs mains, qui est Un an dans les airs, voyage dans la merci, merci beaucoup. Voyage, Un an dans les airs, voyage dans la cité volante, illustré par Nicolas Fructus, qui est ici. Excusez-moi, mais je crois que je suis en train de perdre un petit peu ma voix. Et donc, dans ce roman qui a été écrit par Raphaël Granier de Cassagnac, Jeanne de Batz, Raphaël Bert et Jean Elliott, Jules Verne, pendant 1 an et demi, part se balader avec le capitaine Nemo, Phileas Fogg et Robur dans le monde entier à bord de la plus belle des machines volantes, vous voyez, donc qui soit. Et évidemment, c'est de l'Uchronie, mais c'est aussi de l'histoire secrète, puisqu'on n'en a rien su dans notre monde, de ce qu'il a fait pendant cette année et demie. Alors, le même Jules Verne, il ne faut pas l'oublier, après le succès de la Commune, hein, en 1870, s'est installé dans l'Arispem, donc Paris dans l'argot des bouchers, Paris qui est devenu indépendant, puisque la Commune a gagné, et donc Jules Verne est devenu le maître à penser visionnaire de la science triomphante, et donc il est au sommet d'une tour à Montmartre, puisque bien entendu on n'a jamais construit le Sacré-Cœur, puisque la Commune a gagné. Du sommet de sa tour, il indique les directions à suivre pour continuer sous la voie du progrès. C'est Lucille Chirac-Pajot qui a écrit ces 3 volumes des mystères de l'Arispem, et c'est tout à fait passionnant. Alors, il ne faut pas oublier non plus le grand super-héros du Second Empire, le justicier en armure à vapeur, le Baron Noir, hein, d'Olivier Gechter, qui rend la justice et qui punit les méchants, donc dans ce Paris du Second Empire. Mais alors évidemment, avec une armure à vapeur, il y a des fois où c'est quand même un peu moins pratique. Hein, ça peut s'enrayer, la pression baisse au mauvais moment, enfin bon. Enfin, je vais vous parler d'un courant qui vient d'être créé, je ne résiste pas, qui s'appelle le Voltapunk. C'est tout nouveau, j'ai appris moi-même le terme hier, parce que moi je pensais que c'était de l'électric punk, et l'auteur en question, Victor Fleury, qui est ici, m'a dit non, pas du tout, c'est le Voltapunk, c'est le terme que je veux utiliser. Et donc, avec l'empire électrique et avec l'homme électrique, nous sommes dans un univers uchronique dans lequel, grâce entre autres à Volta et au baron Frankenstein, Victor Frankenstein, le monde est devenu électrique, Napoléon a gagné, et donc nous sommes dans l'empire napoléonien de la fin du siècle, et évidemment le pétrole on ne connaît pas, la vapeur non plus, on utilise l'électricité sous toutes ses formes. C'est absolument remarquable, et alors ça fait partie de ces univers, comme je vous le disais tout à l'heure, dans lequel, comme chez Kim Newman par exemple, personnages réels
et personnages littéraires sont intimement mélangés, mais en respectant tout à fait les chronologies internes, etc. Donc tout colle très bien. Par exemple, on rencontre le jeune Arsène Lupin. Là, j'ai vérifié. Effectivement, il a le bon âge à cette époque-là par rapport aux aventures qu'on connaît d'Arsène Lupin. Donc ça, c'est sans doute, c'est tout nouveau et c'est très réussi. C'est un grand plaisir de lecture. Alors, il existe bien entendu là aussi de nombreuses BD de steampunk et le modèle de base, j'ai même pas besoin de vous en parler, c'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, cultissime BD d'Alan Moore. Alors, il y en a une autre qui est très sympathique, mais qui est peut-être un petit peu moins connue. C'est de Greg Broadmoor, les aventures du docteur Grandbord, que vous voyez ici avec son fusil on ne sait pas trop à quoi d'ailleurs, mais enfin ça fonctionne, qui extermine des Vénusiens, etc. C'est absolument remarquable. Il me semble d'ailleurs que Jean-Luc Marc-Castel avait fabriqué ce fusil-là, qu'il a été exposé à un moment. Je ne sais pas s'il est toujours là encore. Il y en a, voilà. Et ben voilà, c'est Jean-Luc Marc-Castel possède le fusil du docteur Grandbord. Il y a aussi alors une bande dessinée très sympathique qui est celle des aventures de la sympathique et accorte Lady Mechanica. 4 volumes, à 4 volumes, Marc, pour l'instant. Ouais, voilà, 4 volumes en français pour l'instant. Ça aussi, c'est tout à fait sympathique. Mais on a eu des auteurs français. Par exemple, Jean-Marc L'Officier s'était emparé du personnage de Robur. Et donc, il a sorti Addictique, vous voyez, qui est en même temps un hommage vernien, hein, le titre, de la Lune à la Terre. On voit tout de suite le clin d'œil. Et il y a eu 2 séries qui, toutes les deux, étaient à peu près contemporaines et toutes les deux orientées sur des Premières Guerres mondiales alternatives. Alors, d'une part, vous avez Le Voyage extraordinaire de Denis-Pierre Philippi et Silvio Camboni, 5 tomes depuis 2012. Donc, où la Première Guerre mondiale se prolonge. Mais alors, il y a un 3e axe au milieu, celui des robots géants. On ne sait pas qu'est-ce que font les robots, qui tapent indifféremment sur les forces alliées, comme sur les forces allemandes et austro-hongroises. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est très très bien, et très joliment dessiné en plus. Et vous avez la série Sentinelle, de Xavier Dorisson et Serge Brescia en 4 volumes, où là aussi, vous voyez, c'est une Première Guerre mondiale alternative. Et pour terminer, quand même, oui, ça va, je suis... Ah non, oui, si, je suis dans les temps, c'est impeccable. Donc, pour terminer quand même sur le steampunk, je ne peux pas passer sous silence celui qui est le maître absolu du steampunk en tableau. Hein, c'est un peintre magistral qui s'appelle Didier Graffet, dont 3 très beaux livres sont sortis avec des textes uchroniques de Xavier Mauméjean commentant chaque tableau. Et donc, vous voyez ici le premier roman, le premier volume, je veux dire, donc Steampunk de vapeur et d'acier. Ça, ça doit être Steampunk. Et voilà, et le tout dernier qui vient de sortir, alors qui en plus est dans un format gigantesque, etc., Effluvium, c'est absolument magnifique, et toutes les reproductions des tableaux de Graffet dedans sont extraordinaires. Et puis enfin, pendant que vous lisez donc Effluvium, que vous regardez les peintures de Didier Graffet, vous pouvez écouter de la musique steampunk, hein, avec des chansons traitant de tous ces thèmes steampunk. Et donc, c'est ce que fait Captain Bob et l'équipage de Victor Sierra. Donc, vous voyez ici Captain Bob, son musicien et sa chanteuse, et donc qui viennent de sortir là, le dernier album, qui est en même temps un clin d'œil pour les conspirationnistes, The Manchurian Pass. Donc, voilà. Alors, donc, voilà ce bref tour d'horizon. J'arrive au bout de ce bref tour d'horizon de ce qu'est l'Uchronie. Alors j'espère que ça vous aura un peu donné envie d'en lire. Et puis, si vous voulez en savoir plus, je peux que vous recommander 2 petits guides qui sont très très bien faits
Alors, d'une part, vous avez le guide de l'Uchronie de Karine Goblet et Bertrand Campéis, et vous avez le guide Steampunk d'Étienne Barillet et Arthur Morgan. Tous les deux sont sortis, sont sortis aux éditions ActuSF, et ce sont des tout petits formats conçus pour tenir dans la poche, comme ça vous êtes chez votre libraire, vous avez un instant d'hésitation, vous pouvez le sortir de la poche, feuilleter à toute vitesse pour voir si ça vous plaît ou pas. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Alors, je ne sais pas... Oh oui, je pense qu'on a le temps. Si vous avez je ne sais pas si vous avez des questions. Comme tu as parlé surtout d'Uchronie historique, est-ce que tu pourrais nous définir d'autres types d'Uchronie, comme l'Uchronie fiction, l'Uchronie personnelle pour la culture temporelle? Alors, oui, alors, c'est vrai que je me suis concentré sur les Uchronies plus ou moins historiques, parce que, quelque part, je trouve que ce sont les plus intéressantes. Mais c'est vrai qu'il existe ce qu'on appelle des uchronies personnelles, c'est-à-dire que se serait-il passé si au lieu d'épouser mon mari, j'avais épousé le garçon dont j'étais amoureux en terminale. Et vous avez un certain nombre de romans comme ça qui s'intéressent à ce genre. Donc ça, c'est de l'uchronie personnelle parce que ça ne change rien à l'histoire du monde, enfin, dans la plupart des cas. Bon, et évidemment, si par exemple vous faites une uchronie personnelle, que serait-il passé si Marie Curie n'avait pas épousé Pierre Curie? Là, ça peut changer l'histoire du monde. Mais si c'est Madame et Monsieur Dupont, honnêtement, ça risque de ne pas changer grand-chose, sauf pour les deux personnes en question. Donc, il existe un certain nombre d'uchronies personnelles comme ça, qui parfois aussi se déroulent, je pense, comment ça s'appelle, Un jour sans fin, par exemple. Et ça, c'est la boucle temporelle, c'est-à-dire que la même journée se répète en permanence, et à chaque fois, il y a un petit détail qui se modifie, et c'est souvent pour essayer d'arriver à la fin au résultat espéré. Bon, j'en ai pas trop parlé parce que personnellement, je trouve que c'est souvent, au fond, un peu ennuyeux. Mais ça marche beaucoup aussi. Oui, il y a eu plusieurs séries, il y a eu plusieurs films comme ça, etc. Dont un avec Tom Cruise, dont j'ai oublié le titre. C'est une adaptation en fait d'un roman japonais. Voilà, c'est une adaptation d'un manga. J'ai mangé le nom. Ouais. Voilà, il y a eu le manga. Il y a eu le manga d'abord. Il a été novélisé en roman, et il y a eu le film. Donc on a eu droit à la totale. Il est soldat en guerre, si je me souviens bien, tous les jours il est tué jusqu'à ce qu'il réussisse à faire je ne sais plus trop quoi. Je crois que j'ai dû abandonner à la 3e ou à la 4e mort, parce que bon, ça commençait à devenir un peu lassant. Sinon, oui, donc il y a ces deux types d'uchronie. Oui, l'uchronie de fiction, c'est une mise en abîme, c'est-à-dire que, par exemple, c'est un roman qui n'a jamais été écrit, donc, et là, dans ce monde-là, il a été écrit, etc. Bon, il y a des sortes de mises en abîme, un peu comme ça, du style, par exemple, c'est Rêve de fer. Le plus célèbre, c'est vrai, ça j'aurais dû le citer quelque part, c'est d'un grand écrivain américain qui s'appelle Norman Spiedrad. Il a écrit un roman qui s'appelle Rêve de fer, et vous lisez, c'est un roman d'heroic fantasy qui a été écrit par Adolf Hitler, qui a émigré aux États-Unis et est devenu un grand romancier de fantasy. Il a eu des prix, etc. Et donc, curieusement, la fantasy qu'il écrit, c'est une fantasy dans laquelle il y a des grands Ariens blonds, barbares, qui massacrent à coups de hache, des petits mecs à nez crochu, à la peau un peu sombre, etc. Mais là, et donc on lit le roman qu'a écrit Adolf Hitler. Donc voilà, ça c'est une sorte, là aussi, de mise en abîme qui est assez intéressante. D'autres questions? Est-ce qu'on trouve ces petits guides ici? Pardon? Est-ce qu'on trouve les guides là?
ici? Je sais pas si Sandrine les a, si Sandrine les a, à moins qu'elle en ait au point virgule, mais sinon je suis sûr qu'elle peut vous les commander. Comment? Si les auteurs sont pas présents, donc c'est Ah oui, d'accord. Non, Oui. c'est juste le livre. Non, mais elle pourrait les avoir peut-être dans son fond à elle. Mais de toute façon, sinon, si ça vous intéresse, elle peut. Je suis sûr qu'elle peut vous les commander. Hein. C'est quel éditeur? C'est ActuSF. Voilà. Moi, personnellement, il y a 15 jours, je ne connaissais pas le terme d'Uchronie. Donc, Non, mais c'est vrai qu'on emploie aussi histoire alternative. Non, mais non. Moi, j'avais lu un livre qui parlait de Philippe Roth. Oui, Voilà, donc ça rentre aussi. Absolument. On est passionné, absolument. Comment il de s'appelle? Charles Lindbergh, Voilà. président de la République. Voilà. Président de- Oui, oui, absolument. Le livre de Philippe Roth est une uchronie. Vous avez eu aussi, par exemple, vous avez une très belle uchronie, mais vous avez une très belle uchronie, mais qui s'est vendue plutôt en littérature générale, qui est le Club des policiers yiddish de Michael Chabon, qui se passe dans un monde dans lequel les Juifs ont échappé à l'extermination en étant exilés en Alaska. Et ça a très très bien marché en littérature générale, alors que c'est une pure uchronie. Et un très bon roman policier en plus. Bien, bah, si on a fini, merci beaucoup. Merci.